Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui je vous présente une vidéo compilation. Alors pour être honnête avec vous, cette vidéo ne devait pas sortir aujourd'hui. Elle devait sortir en tant que bonus au cours de la semaine, mais j'ai eu pas mal d'empêchements pour tourner cette vidéo. Déjà tu le vois, l'angle il est différent. Il faut savoir que là il y avait pas mal de bordel à ce moment-là. Et j'ai dû tout descendre. Mais tout ce bordel était là pour une chose. Normalement il y a un petit peu plus d'écho dans la pièce. Bah oui, il y a moins de trucs qui bloquent le son. On va dire que j'ai trouvé une petite situation alternative avec du polystyrène sur la fenêtre et tout, mais bref, là n'est pas le sujet. Et bien tout ça, fallait le foutre à la poubelle. Et il faut savoir que j'habite dans un immeuble à un assez grand étage. Quand je dis ça, c'est qu'on dépasse les 10 étages plus. Et je peux te dire que faire des retours dans les escaliers, eh bien ça fait mal aux pattes. Puisque oui, l'ascenseur est très souvent en panne. Et comme tu l'imagines, je dois sortir cette petite boule de poil. Et franchement, ça m'a éclaté les jambes. Tout ça pour dire que je te propose cette compilation un petit peu en avance. En tout cas, j'espère que tu vas kiffer. Et bah tu sais quoi, je te laisse découvrir ou redécouvrir les threads d'horreur. Mais avant ça, si tu veux, tu peux me soutenir avec un petit pouce bleu. Et si tu le veux, tu peux même t'abonner. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Caroline. Caroline nous dit qu'elle a 33 ans, qu'elle est célibataire et qu'elle n'a pas d'enfant. Mais qu'elle a un travail qu'elle adore et qui lui prend la plupart de son temps. Elle se décrit comme une acharnée de travail, la preuve en est que même quand elle est chez elle seule, elle finit son travail pour le lendemain. Donc le fameux jour où tout le monde se déguise. Oui, je parle bien d'Halloween. Caroline nous dit qu'elle aime pas spécialement Halloween mais qu'elle a rien du tout contre non plus. Et puis elle dit qu'elle a passé l'âge de toquer aux portes pour faire la tournée des maisons. Ce jour d'Halloween, c'est donc un jour banal pour elle. Ce jour-là, elle doit commencer à 8h du matin et finir vers 17-18h. Caroline nous dit qu'elle travaille sur un très gros dossier, qu'elle doit absolument pas perdre et qu'elle doit bien bosser dessus car son avenir est en jeu. Elle peut potentiellement monter en grade avec ce dossier. Elle nous dit même qu'au lieu de finir à 18h max, elle finit à 20h ce jour-là. Et que même si c'était long, elle est plutôt contente de ce qu'elle a pu faire. Et surtout pouvoir le rendre dans les temps à son supérieur. Caroline prend ses affaires et s'en va pour retourner chez elle. Elle habite à environ 45 minutes de marche de là où elle travaille et elle décide de rentrer à pied pour décompresser de la longue journée qu'elle a passée. Pendant le trajet, elle voit des personnes déguisées et elle se souvient qu'aujourd'hui c'est Halloween. Et elle se dit qu'en rentrant, potentiellement, il y a des petits qui vont sonner chez elle et qu'elle a pas de bonbons à ce moment-là. Donc Caroline, elle décide d'aller acheter des paquets de bonbons sur un magasin qui se trouve sur le trajet. Arrivée dans un magasin, Caroline prend plusieurs paquets de bonbons, elle paye puis elle ressort pour continuer sa route. Il lui reste environ quelques minutes de trajet et tout se passe relativement bien. Elle se dit même que cette année, les gens se sont surpassés, que ça soit au niveau des décorations et au niveau des déguisements. Caroline est enfin arrivée devant sa maison et c'est vrai qu'elle fait tâche. Elle est absolument pas décorée. C'est la seule maison du quartier où il n'y a même pas un petit peu de décoration. Mais franchement, avec tout le boulot qu'elle a en ce moment, c'est mort, elle a pas pu. Bref, elle rentre chez elle et elle veut se faire un bon bain pour se détendre de sa journée. Son bain est prêt, elle rentre dedans et elle se détend environ 20 minutes. Là, son téléphone sonne. Elle prend vite fait une serviette et elle va répondre au téléphone. Au bout du fil, c'est son supérieur qui lui dit qu'il y a un problème avec le dossier et qu'elle doit retravailler dessus. Il lui demande si c'est possible qu'elle lui rende demain après-midi. Là, Caroline, elle souffle un bon coup, mais elle essaye de garder la face devant son supérieur. Et elle lui dit oui, y a pas de problème, je vais vous le rendre demain après-midi, oui, tout à fait. Donc Caroline, elle va vite s'habiller, elle en oublie même de vider l'eau de son bain. Quelques minutes après, la jeune femme est de retour sur son PC portable, elle s'installe dans son salon et commence à travailler sur le dossier. Quelques minutes après, la sonnette sonne. Elle va voir et elle voit deux petites filles qui lui demandent un bonbon ou un sort. Caroline va chercher les bonbons qu'elle a achetés, elle en donne aux enfants et elle referme la porte. 10 minutes plus tard, rebelote des petites filles qui lui redemandent la même chose, c'est normal, c'est Halloween. Et ça continue comme ça pendant une bonne heure. Caroline, elle nous dit qu'elle a pas beaucoup avancé sur son dossier, sachant qu'il y a du monde qui vient la déranger toutes les 5-10 minutes. Et que du coup, c'est très dur de se concentrer sur un très gros dossier comme ça. Mais que là, maintenant, ça commence à se calmer et que les gens semblent rentrer chez eux. Puis un petit toc 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 se fait entendre. Direct, Caroline prend le sachet de bonbons pour pas perdre de temps et elle ouvre la porte. Mais il y a personne devant. Là, Caroline, elle se dit sûrement que c'est son imagination qui lui joue des tours. Elle a absolument pas mangé de toute la journée. Elle referme la porte et décide d'aller se commander un truc car elle pense que ça doit lui jouer des tours. Quelques dizaines de minutes après, ça sonne.
Elle va ouvrir car elle pense que c'est sa commande qui est arrivée. Caroline ouvre sa porte et elle ne voit personne. Elle a beau jeter un regard un peu partout, il n'y a personne. Les rues commencent à être désertes. Il est bientôt minuit. Elle se dit bon, c'est Halloween, c'est sûrement un gamin du quartier qui s'amuse à faire des petites blagues. Elle repart travailler et 5 minutes après, on ressonne. Elle se dit c'est pas possible, je pourrais pas du tout finir mon travail à ce rythme-là. Elle se dit que quand elle va ouvrir la porte, elle va l'insulter le gars. Elle commence à ouvrir la porte et elle lui sort un putain mais tu me saoules là à sonner tout le temps. Et en fait, elle s'aperçoit que c'est le livreur avec sa commande. Elle s'excuse et elle lui explique que depuis tout à l'heure, il y a un petit malin qui s'amuse à sonner chez elle. Elle est toute honteuse et elle s'excuse 1000 fois. Pour se faire pardonner, elle lui met même un gros pourboire. Le livreur, il la remercie et il repart. Caroline se dit qu'elle va prendre 20 minutes pour manger sa pizza et se détendre un peu de cette très longue journée où elle a l'impression que ça va jamais finir. Pendant le repas, elle se dit qu'elle va mettre un film aléatoire sur Netflix et ça tombe sur un film d'horreur. 10 minutes après ça, son téléphone fixe se met à sonner. Elle décroche, elle dit oui allô et il n'y a personne qui lui répond. Elle décide de raccrocher bien naturellement. 2 minutes plus tard, ça recommence, elle reprend le téléphone et elle redemande qui c'est de nouveau. Par contre, cette fois-ci, elle va entendre quelque chose. Des petits bruits de respiration. Quand elle entend ça, Caroline elle raccroche direct et elle se demande ce qui se passe. Là elle se dit clairement, je stoppe le film d'horreur, peut-être que je deviens trop parano. Et puis de toute façon elle a son boulot à finir, elle en a pour une bonne partie de la nuit. Elle va chercher son PC portable et décide d'aller dans sa chambre pour s'allonger. Puis des petits toc 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 reprennent sur sa porte de devant. Cette fois Caroline ne veut pas aller répondre. Elle en a marre de se déplacer pour rien et elle veut continuer son travail. Quelques minutes après elle entend des nouveaux petits toc toc toc. Mais là c'est vers la porte de sa cuisine. Elle commence à paniquer et décide d'aller voir vers sa porte de cuisine. Mais comme vous le sentez, il n'y a rien. Elle a toujours la même conclusion, elle pense qu'il y a un gamin du quartier qui essaye de lui faire une blague. Qu'il est sûrement planqué dans les buissons aux alentours, mais elle n'a pas de lampe torche pour éclairer les buissons. Et que bon, elle va pas sortir de sa maison tard la nuit juste pour vérifier, on sait jamais quand même. Elle décide de vérifier que toutes les portes sont bien fermées, elle baisse les stores, les volets, tout ce que vous voulez. Elle commence à monter les escaliers quand elle entend son téléphone fixe sonner. Elle hésite mais elle va quand même décrocher. Le gars au téléphone ne va pas juste respirer, il va dire « la partie commence ». Là, Caroline, elle est complètement terrifiée. Elle vient de s'enfermer dans sa maison. Personne peut rentrer, mais personne peut sortir non plus. Elle a tout fermé. Elle se dit qu'elle doit aller téléphoner à la police. Elle part chercher son téléphone portable et va se planquer dans la pire planque, sous le lit. Elle commence à appeler les policiers quand elle entend que quelqu'un est en train de défoncer la porte arrière de sa maison. L'opérateur au téléphone lui demande pourquoi elle appelle et elle lui dit « J'habite à telle adresse, venez vite, il y a un mec qui essaye de rentrer chez moi. Et je sais qu'il me veut du mal. » L'opératrice dit qu'elle a envoyé les policiers sur place. Elle lui demande si elle a trouvé un endroit sûr. Caroline lui dit qu'elle est planquée sous le lit. L'opératrice lui demande si elle a pas une meilleure planque. Là, à ce moment-là, Caroline est terrorisée. Le mec vient de défoncer la porte arrière de sa maison et elle le fait savoir à l'opératrice de la police. Le mec qui est rentré chez Caroline crie « Je suis là bébé !» Là, Caroline, elle se met la main devant sa bouche et elle commence à pleurer. L'opératrice lui demande ce qui se passe. Caroline essaye de lui expliquer en chuchotant, mais elle a peur que le gars entende ce qu'elle dise. Caroline, elle entend que le gars est en train de chercher dans toute la maison. À un moment donné, elle suppose qu'il est dans la salle de bain car il va dire « Oh, je vois que tu t'es préparé pour moi, t'inquiète pas, j'arrive, j'espère que tu es bien caché pour jouer avec moi. » Là, Caroline, elle en peut plus, ses larmes coulent à flot. L'opératrice la rassure comme elle peut, elle lui dit que les policiers arrivent à toute vitesse. Mais Caroline n'entend plus vraiment ce que dit l'opératrice vu qu'elle est concentrée sur l'homme dans sa maison. Il fouille vraiment toute la maison et à un moment donné, il arrive dans la chambre de Caroline. Là, Caroline elle est tellement en panique qu'elle va faire une connerie. Elle va éteindre l'appel avec l'opératrice de la police. Parce qu'elle pense que le gars pourrait entendre ce que dit l'opératrice de la police, vu qu'elle arrêtait pas de parler. Là, Caroline elle voit que les chaussures du gars passent devant le lit. Heureusement, sur les côtés, il y a la couette qui dépasse et qui tombe presque par terre. Puis d'un coup, Caroline elle entend un bruit plus loin. L'homme se met alors à s'éloigner du lit de Caroline. Caroline elle est soulagée, elle se dit que c'est la police qui est enfin là. Mais apparemment non, le mec revient dans la chambre et lui dit « Je sais que t'es là, sors de ta cachette ». Puis d'un coup, elle entend des sirènes au loin. Mais au même moment, elle voit l'horreur. L'homme a penché sa tête sous le lit et la regarde. Il la grippe et elle se débat comme pas possible pour pas qu'il puisse la sortir de sous le lit. Il a presque réussi quand elle entend les policiers qui rentrent dans la chambre. Elle suppose qu'ils l'ont tasé vu que le gars s'est effondré sur le lit. Ils l'ont menotté et embarqué. Caroline a porté plainte et il s'est avéré qu'elle est tombée sur un putain de malade mental pendant qu'elle rentrait chez elle et qu'il l'avait suivie jusqu'à chez elle. Et que grâce à son adresse, il avait pu remonter son numéro de téléphone fixe sur internet.
Il a dit au policier qui trouvait Caroline jolie et qu'il la voulait pour lui seul, mais qui voulait jouer un peu car c'était Halloween. À ce jour, Caroline suit une thérapie de groupe pour essayer de réapprendre à vivre correctement et pas psychoter à chaque bruit ou quelqu'un qui frappe devant sa porte. Elle en fait encore des cauchemars la nuit et voit toujours la tête de l'homme qui la regarde. Quant à l'homme, il a fini par être interné dans un hôpital psychiatrique. Et c'est ainsi que se termine cette première histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Ludivine et Laure. Et ça se passe aux États-Unis. Laure et Ludivine, elles aiment bien faire des road trips et elles partent de chez elles pour aller là où le vent les mène. En gros, elles n'ont pas de plan défini et ça se passe vraiment au feeling. Et généralement, elles sont accueillies par des personnes assez généreuses et gentilles. Maintenant que vous avez un peu le contexte, on peut passer à l'histoire. Laure et Ludivine font donc leur road trip, mais malheureusement pour elles, cette journée-là s'est très mal passée. Elles ont essayé de faire de l'autostop pour aller au prochain village qui était assez loin, mais personne voulait les prendre et la nuit était tombée. Laure et Ludivine étaient désespérées. Deux femmes au bord de la route en pleine nuit, c'est pas très rassurant, même si ça leur est déjà arrivé. À un moment, une voiture passe sans faire attention à eux. Puis 10 minutes après, la voiture repasse devant eux de l'autre sens. Elles trouvent pas ça bizarre sur le coup. Au bout d'environ 30 minutes, une voiture arrive de leur côté. Laure et Ludivine, elles prient pour que cette voiture s'arrête. À cette heure-ci, c'est peut-être leur seule chance d'arriver au prochain village et de trouver un endroit pour dormir. La voiture s'arrête devant eux et leur dit de monter. Ludivine et Laure, elles se regardent et elles reconnaissent la voiture. C'est celle qui est déjà passée 2 fois devant elles. Laure va voir Ludivine et discute vite fait pour voir ce qu'elles vont faire. Et elles décident quand même de monter dans cette voiture. Elles pensent que ce sera sûrement la seule voiture qu'elles vont trouver dans le coin. Elles étaient vraiment désespérées et elles voulaient vraiment aller dormir. Elles montent dans la voiture et s'installent sur la banquette arrière. Le mec leur demande où elles vont. Elles lui disent qu'elles vont au prochain village sur la route. Le type leur répond aussi que c'est sa destination vu qu'il habite là-bas. Après ça, il règne un silence de mort pendant environ 5 bonnes minutes. Et le mec finit par commencer à discuter avec elles. Et il leur demande ce qu'elles sont venues faire dans le coin. Si elles ont de la famille dans le village et si elles avaient de quoi se loger là-bas car il n'y a pas d'hôtel dans le village. Laure et Ludivine répondent que non, elles n'ont pas de famille dans le village. Elle lui explique donc qu'elles font un road trip et qu'elles pensaient dormir dans une ferme ou un truc dans le genre dans le coin. Et là, le type leur dit simplement qu'il a une chambre d'amis qui est disponible si elles voulaient y rester pour la nuit. Laure et Ludivine, elles sont super contentes d'avoir trouvé quelqu'un qui peut les héberger et elles acceptent. Ils continuent leur conversation et de fil en aiguille, la discussion devient de plus en plus étrange. Il leur dit qu'il est chasseur et qu'il collectionne les fusils. Avec son téléphone, il leur montre même des photos. Puis il commence à leur parler d'un homme et d'une femme qui ont disparu dans les environs. D'ailleurs, il a pas mal d'hypothèses là-dessus. Laure, elle commence à se sentir un peu en danger. Et elle le fait savoir à Ludivine en chuchotant qu'il y a un truc pas net avec ce type. Quelques minutes après, la voiture s'arrête. Elles finissent par descendre de la voiture et elles voient la maison du type qui est complètement délabrée. Là, elles sentent vraiment qu'elles doivent se casser d'ici. Le mec commence à avancer devant la maison, ouvre la porte et leur dit « Après vous, mesdames ». Là, Laure et Ludivine se regardent et Laure dit à Ludivine de courir. Ludivine et Laure courent à toute vitesse et voyant que l'homme les rattrape, Ludivine dit « Lâche ton sac maintenant !» Et quelques secondes après, elles entendent l'homme tomber et elles en profitent pour se planquer dans les champs de maïs. Après ça, elles ont entendu un cri qui leur a hérissé le poil. Elles sont restées cachées dans les champs de maïs jusqu'au lever du soleil et ont par la suite trouvé une maison plus loin sur la route. Elles ont expliqué au propriétaire toute l'histoire. Il leur a donné son téléphone pour appeler la police. Et la police leur a dit de ne surtout pas bouger et qu'ils arrivaient le plus vite possible. Les deux jeunes femmes les ont emmenées à la maison de cet homme. La maison était quasiment vide, très délabrée, de la poussière partout. Cette maison ne pouvait pas être habitée. À l'étage, ils ont découvert des couteaux, des cordes, 2 matelas et du scotch. Elles ont porté plainte, mais hélas, la police n'a jamais retrouvé cet homme. Laure et Ludivine se demandent encore ce qui leur serait arrivé si elles étaient rentrées dans cette maison cette nuit-là. Voilà, cette histoire elle est maintenant terminée. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Emeline, ça se passe un jeudi soir lors d'une soirée étudiante à Rennes. Elle a décidé d'organiser une soirée en bar avec ses colocataires, donc ils transportent tout le matériel, que ça soit les enceintes, platines, table de mixage dans son van aménagé pour. Elle nous dit que c'est un Mercedes Vito noir de 1998 avec les vitres teintées. Quelques mois avant cette fameuse soirée, elle a adopté un chiot de type berger hollandais nommé Scratch. C'est un chien très protecteur et il a déjà été témoin de violences envers sa maîtresse. Du coup, il est très réactif envers les hommes.
À cause de ses soucis comportementaux, elle l'emmène partout avec elle. Puisqu'elle vit dans une colocation, elle veut pas que quelqu'un qui connaît pas rentre dans l'appartement et qui se fasse mordre. Tout le matériel est mis dans le van ainsi que Emmeline et Scratch. Les autres prennent une deuxième voiture à part. Le bar se trouve dans la célèbre rue de la Soif. C'est une rue piétonne vraiment très fréquentée, surtout lors des soirées étudiantes. Du coup, elle peut pas garer le van près du bar, ils doivent décharger le matériel et elle doit garer le camion bien plus loin. Une fois le matériel déchargé, Emmeline va garer le camion à environ 500 mètres sur un tout petit parking éclairé. Mais pour aller du parking jusqu'au bar, elle doit passer dans 3 longues rues très sombres. À ce moment-là, Emmeline elle est vraiment très méfiante et elle décide de prendre son chien Scratch avec elle. D'habitude, elle le laisse dans le van avec des couvertures, de l'eau, de quoi manger. Sachant que les vitres sont teintées, personne ne peut le voir et l'emmerder du coup. Et surtout, c'est beaucoup plus confortable pour lui plutôt que d'aller dans le bar où il y a de la musique très très forte et plein de gens qu'il connaît pas du tout. Elle se dit qu'elle le ramènera plus tard dans le van accompagnée de quelqu'un. Comme ça, elle est sûre de pas retourner au bar toute seule. La soirée commence, les gens boivent, Emmeline de son côté reste totalement clean. Par contre, Scratch il commence vraiment à pas être à l'aise. Absolument tout le monde veut le caresser et Emmeline décide de le ramener au van avec son amie Ilona. Sur le chemin, son chien il est inquiet, il regarde partout et sur son dos il a les poils hérissés. Si vous avez un chien, vous savez que c'est quelque chose de pas habituel. Il est soit en posture offensive ou en posture défensive. Emmeline elle se dit que c'est l'ambiance de la soirée, que ça a dû l'énerver donc elle le rassure en rigolant. Le chien se calme et ils continuent leur route. En arrivant dans le van, Emmeline met Scratch à l'arrière et elle lui fait un petit bisou. Mais elle sent qu'il est complètement tendu. Il a les yeux écarquillés et il a pas du tout envie qu'Emmeline parte. Emmeline elle décide de rester 5 petites minutes de plus avec lui. Elle va fermer la porte arrière du van mais elle va pas fermer à clé, par mesure de sécurité. Comme ça, s'il y a le moindre problème, il y a juste à ouvrir et paf. Et que quoi qu'il arrive, s'il y a quelqu'un qui s'approche du van, vous allez entendre le chien aboyer très fort. Les deux amis repartent en direction du bar. Et sur le chemin, son amie Ilona lui dit discrètement qu'un homme les suit de loin. Il est très grand, il porte une capuche et impossible de voir son visage car il fait trop sombre. Emmeline lui répond qu'il doit sûrement aller au bar mais que pour vérifier ses inquiétudes, elles vont prendre une rue parallèle qui rallonge leur chemin mais qui est éclairée au moins. Logiquement, si l'homme va au bar, il les suivra pas, il prendra le chemin le plus court. Elles font donc leur petit détour et l'homme ne les suit pas, ce qui est plutôt bon signe. Elles arrivent alors dans la rue de la Soif. L'homme est là mais il rentre dans aucun bar. Il reste immobile et il les fixe. Ilona rejoint son copain et lui demande de venir demander à l'homme de les laisser tranquilles. L'homme va donner aucune réponse mais il va partir. 1 heure passe et Emmeline veut aller au van pour vérifier que Scratch va bien. Elle veut voir s'il est un peu détendu parce que elle-même elle s'est inquiétée de son comportement craintif de tout à l'heure. Elle repart avec Ilona en direction du van dans la rue éclairée. Mais là, elle a un mauvais feeling. Pendant qu'elle marche, elle regarde un peu partout mais elle voit rien du tout mais elles ont quand même ce fameux feeling. Elles font quelques pas et là, sortie de nulle part, l'homme apparaît derrière elle. Elle se retourne pas mais Ilona le voit l'air de rien en ramassant sa cigarette par terre qui venait de lui échapper des mains. Il est positionné entre elle et le bar. C'est-à-dire que la seule option pour elle de croiser quelqu'un, c'est de courir rejoindre la rue sombre pour remonter vers le bar ensuite. Ce qui malheureusement pourrait le faire réagir. La deuxième option, c'est de continuer l'air de rien jusqu'au van. Vu que c'est un parking fréquenté, il y aura sûrement du monde. Elles vont choisir la deuxième option, mais c'est plutôt dangereux vu qu'il est dans leur dos. Du coup, elles peuvent pas vraiment le voir, mais Emmeline, elle a un move de génie. Elle prend son téléphone et elle fait comme si elle faisait des selfies, comme ça elle peut le voir en arrière-plan. Elle marche de plus en plus vite. Il doit leur rester quoi, 100 mètres. L'homme se met à courir. Enfin non, il sprint plutôt. Bien évidemment, c'est dans la direction des deux amis. Il a remarqué la fameuse technique d'Emmeline. Du coup, les filles vont taper le sprint de leur vie. Ilona tombe à environ 10 mètres du van. Le parking est malheureusement vide, il est 1 h du matin. La dernière option, c'est Scratch. Emmeline, elle atteint le van et elle ouvre la porte. Scratch, il bondit d'un coup, il est fou furieux. Il a la crête sur le dos, il fonce sur l'homme, il le percute avec son museau au niveau du torse. L'homme tombe en arrière, Scratch va alors se tourner pour voir les filles et ensuite il va se retourner vers l'homme prêt à lui sauter au cou. L'homme n'a même pas le temps de se relever que Scratch lui attrape le bras. L'homme va retirer sa veste puisque Scratch l'avait attrapé par la manche. Et il part encore plus vite qu'il est arrivé. Emmeline appelle la police et une patrouille arrive très vite vu qu'ils étaient pas très loin de cette rue. Les filles sont vraiment en panique mais elles sont sauvées. Le premier réflexe qu'elles ont c'est serrer très fort Scratch dans leurs bras. Après ça, Scratch a dû suivre une rééducation en 2019 car ses problèmes comportementaux face aux hommes ont évidemment empiré. Aujourd'hui c'est toujours un chien extraordinaire mais il est bien mieux dans ses pattes. Emmeline nous dit qu'il faut faire attention aux comportements inhabituels de nos animaux. Ils ressentent tout et c'est ainsi que se termine cette première histoire. Bonjour, je m'appelle Louise. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a 3 ans.
À ce moment-là, je suis conductrice de bus, j'ai une ligne principale que je tiens la journée mais pas plus de 4 heures. Les journées se passent généralement calmement sur la ligne, il y a très peu de personnes qui empruntent cette ligne donc je suis relativement tranquille jusqu'à ce fameux jour. Un homme plutôt banal monte dans le bus, pointe son ticket et s'installe au milieu. J'ai une vue sur lui dans mon rétro intérieur. Au début, je me soucie pas du tout de cet homme. Et puis les arrêts s'enchaînent mais cet homme ne descend pas. Bref, je fais pas plus attention et je continue mon travail que j'adore d'ailleurs. À un moment, j'arrive au terminus et ce mec est toujours dans le bus. Je me dis après tout qu'il s'est peut-être trompé et qu'il va s'arrêter à un autre arrêt dans l'autre sens. Mais vous vous doutez que non. Les arrêts se sont enchaînés et les heures aussi. Mais le mec était toujours dans le bus. Après mon service, je préviens mon collègue qu'il y a un mec un peu chelou dans le bus et qu'il veut pas partir. Bref, je rentre chez moi tranquille sans y penser vraiment. Mais j'aurais dû sentir la merde arriver. Après cet épisode, ce type revenait tout le temps aux mêmes horaires. Il montait dans le bus et attendait dans le bus. Puis un jour, j'ai entendu des bruits venant de son téléphone. Et ce n'était pas n'importe quel bruit. Et je peux vous assurer que ce type était en train de mater un film plus de 18 ans. Dans le bus. Je vous rappelle que peu de monde prend ce bus, donc je suis seul à ce moment-là avec lui. Bref, après cet épisode, j'étais pas rassuré non plus. Quel type peut mater un film plus de 18 ans dans un lieu public, sérieux? Après cet épisode-là, il matait ses films absolument tous les jours, en me regardant de temps en temps. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise d'être seul avec lui. Quand il y avait quelqu'un d'autre dans le bus, il arrêtait direct tout et j'étais soulagé de ne plus être seul avec lui. J'en ai parlé avec mon collègue qui conduit aussi cette ligne et m'a expliqué que cet homme descendait toujours un arrêt après quand je finissais mon service. Et que pour lui, ce gars n'avait rien fait de particulier. Quand je prenais cette ligne, je me sentais de plus en plus mal à l'aise au point où j'avais plus envie d'y aller. Mais bon, faut bien gagner de l'argent dans la vie et je me suis juste dit que c'était juste un type un peu chelou. Un jour, l'une de mes pires journées d'ailleurs, le mec monte toujours au même arrêt de bus que d'habitude, il se met à la même place et puis rebelote. Mais cette fois c'était différent. Je suppose qu'il a sorti son engin pour se faire du bien, car il y avait en plus de la vidéo des mouvements de la main et des gémissements. J'étais vraiment paniqué, j'étais dans un bus seul avec lui. Et là au loin je vois une personne qui voulait prendre le bus. J'ai accéléré et j'ai prié pour qu'il arrête ça tout de suite. Et c'est ce qu'il a fait. Mon Dieu que j'ai voulu embrasser la personne qui montait. Tout le reste du trajet s'est passé nickel. À mon terminus j'ai téléphoné à mon patron pour lui dire ce qui s'est passé et pour savoir si je pouvais changer de ligne. Il m'a demandé si j'avais des preuves pour qu'il contacte la police. Je lui ai répondu que non. Et oui, le bus que je conduisais était assez vieux, donc pas de caméra de surveillance. Heureusement que j'ai un patron assez cool qui m'a cru et il a décidé de me changer de ligne. Il m'a dit de prendre le reste de la journée et qu'il allait contacter mon collègue pour me remplacer. À ce moment-là, j'étais soulagé. J'ai pu rentrer chez moi et j'ai décidé de me détendre en prenant un bon bain et réfléchir à toute cette histoire, mais ce fut de courte durée. Quelqu'un avait sonné à ma porte. Je voulais vraiment pas répondre car j'étais à moitié nu et j'avais qu'une serviette, mais je suis quand même allé regarder à l'œilleton. J'étais complètement terrifié. Ce type était devant ma porte, il savait où j'habitais. Je suis totalement paniqué. Il sonne de nouveau et là le mec crie. « Je sais que t'es là, je t'ai vu, ouvre-moi. Je t'ai vu prendre ton pied quand on était tous les deux dans le bus à chaque fois que je matais mes films. Allez, viens chercher ce que tu mérites. » J'étais totalement terrorisé et j'ai couru chercher mon téléphone pour appeler la police en leur expliquant tout. Le mec a continué à crier des obscénités et il a commencé à taper tout autour de ma maison en espérant rentrer quelque part. J'étais complètement terrifié. La personne au téléphone essayait de me rassurer en me disant qu'il avait envoyé une voiture. Mais le type était de plus en plus énervé et il a commencé à essayer de casser les vitres de la cuisine. J'ai décidé d'aller me planquer dans ma salle de bain à l'étage. En attendant les policiers, ce qui fut les 10 minutes les plus longues de ma vie. J'ai l'impression que ça a duré au moins 1 heure. Les policiers sont arrivés pile à temps car ce type avait réussi à casser la fenêtre et pénétrer dans la cuisine. J'ai entendu beaucoup de bruit qui venait de ma cuisine. J'ai supposé que les policiers l'avaient arrêté et 1 minute plus tard, un officier a tapé à la porte de ma salle de bain pour me dire que j'étais maintenant en sécurité et qu'ils avaient arrêté l'individu. J'ai porté plainte contre lui et j'espère qu'il restera en prison. Je ne conduis plus cette ligne aujourd'hui et je vais beaucoup mieux. Mais j'ai dû aller voir un psychologue après cette période. Voilà, cette histoire elle est maintenant terminée. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Britney. Et au moment de cette histoire, elle commence à développer sa carrière de chanteuse aux États-Unis. Alors non, c'est pas Britney Spears au cas où. Elle nous explique qu'elle commence à faire son petit chemin dans l'industrie musicale et elle prépare son 4e album. Pour avoir une approche différente sur ce nouvel album, elle décide de se rendre avec son manager à New York.
et il trouve un petit studio d'enregistrement, pas trop cher non plus car l'hébergement et le voyage coûtent assez cher sur leur budget. Pour leur deuxième jour à New York et après avoir repris des forces à cause du décalage horaire, Britney et son manager ont rendez-vous dans le studio pour rencontrer l'ingénieur son qui va s'occuper de son nouvel album. Quand ils rentrent dans le studio d'enregistrement, ils sont assez surpris de voir que pour ce prix, le studio est vraiment de qualité avec du matériel qu'ils n'avaient pas dans leur ancien studio. L'ingé son est assez sympathique et leur explique comment va se dérouler la réalisation de cet album. Britney et son manager sont vraiment très chauds et l'ingé son veut directement découvrir ce qu'a Britney dans le ventre. Britney elle échauffe sa voix tranquille avec des petites vocalises et des trucs dans le genre. Elle commence à chantonner pendant quelques temps, l'ingé son il est plutôt content du travail réalisé par Britney. Et il leur donne rendez-vous pour le lendemain pour vraiment attaquer des vrais records pour son album. Le lendemain, ils passent toute la journée à travailler sur l'enregistrement des divers morceaux que compose cet album et Britney doit s'habituer au style de travail de Peter, l'ingé son. Il est très pointilleux et fait répéter Britney beaucoup de fois. Britney, elle voit pas de mal à ça, elle veut donner le maximum pour avoir un album de qualité. Pendant plusieurs jours, c'est exactement la même chose, des journées longues et intenses de travail. Un mardi matin, rebelote, ils travaillent tous d'arrache-pied et après avoir mangé, le manager de Britney doit aller en centre-ville car il a des rendez-vous avec des labels de musique. Britney continue d'enregistrer l'après-midi et quand elle sort de la box d'enregistrement, Peter la regarde de haut en bas et lui dit « Tu sais que t'es bonne ?» Britney le regarde en mode choqué. Peter s'excuse en disant « En chant, je voulais dire, tu sais que t'es bonne en chant ?» Britney, elle rigole mais pas totalement. Elle avait bien compris que c'était bien la première phrase qu'il voulait dire. Ils continuent tous les deux d'enregistrer et Peter continue à lui sortir des phrases beaufs, voire creepy du genre « Tu cries bien, j'aimerais bien voir ça au lit ». Et il lui sort pas mal d'autres phrases dans ce genre-là. Le soir, Britney, elle est complètement morte, physiquement et mentalement. Elle se rend à l'arrêt de bus pour rentrer dans son appart en location et elle voit Peter passer en voiture. Il lui demande s'il peut la raccompagner chez elle et vu la journée bizarre, elle lui dit qu'elle doit passer dans un magasin avant de rentrer chez elle. Ce qui est évidemment faux. Le soir même, Britney elle entend son téléphone vibrer pas mal de fois. C'est Peter qui lui envoie pas mal de textos, assez explicites et surtout une vidéo de lui qui enlève tous ses vêtements. Du coup, elle prévient aussitôt son manager qui est dans la pièce d'à côté. Le lendemain matin à 8h. Le manager a prévenu le patron du studio d'enregistrement qui a décidé de renvoyer Peter après avoir vu cette vidéo et écouté tout ce que Britney lui avait dit. À 9h du matin, arrivée habituelle de Peter, il n'était pas là. À 10h, le patron du studio a décidé de faire venir une connaissance à lui qui dépannerait pour la fin de l'enregistrement pour l'album de Britney. À 13h, le nouvel ingé son il est arrivé au studio et a fait connaissance avec tout le monde pour connaître les projets et les envies de Britney concernant cet album. Pendant cette discussion, il fouillait le PC pour trouver les premières musiques de l'album qui avaient été enregistrées avec Peter. Il a cherché pendant pas mal de temps mais il fallait se rendre à l'évidence. Peter avait tout effacé. Britney, elle est dépitée. Ils viennent de perdre quasiment 2 semaines de boulot intensif. Elle décide de prendre sa journée et de réfléchir à la situation. Vers 16h, elle reçoit un SMS de Peter. Il lui dit qu'il peut lui rendre toutes les chansons déjà faites si elle accepte un simple rendez-vous avec lui. Britney n'est vraiment pas emballée par ça mais elle décide d'accepter et lui dit que le rendez-vous aura lieu dans un lieu public. Peter, il est d'accord avec ça. À 18h, elle arrive au point de rendez-vous. Peter est déjà là. Elle le rejoint et commence une conversation avec lui à contre-cœur. Elle veut juste partir mais Peter lui a pas encore donné la clé USB contenant ses musiques. Elle fait mine de s'intéresser à lui pendant une petite heure et après ça elle lui dit qu'elle doit partir. Elle se dit naturellement qu'au moment de partir il devrait sûrement lui donner la clé USB. Au lieu de ça, il lui agrippe le poignet et chuchote à son oreille qu'il a un pistolet dans sa veste et que si elle ne fait pas ce qu'il lui dit, il tirerait sur quelqu'un dans le café. Elle tient bien évidemment plus à la vie de quelqu'un qu'à ses musiques. Elle accepte donc malheureusement de suivre ce fou. Il la fait marcher pendant une trentaine de minutes pour la conduire vers ce qui semble être son appartement. Quand elle arrive dans la chambre de ce malade, il y a plein de photos d'elle et elle sait pertinemment qu'à ce moment-là, il va essayer d'abuser d'elle. Elle réfléchit très vite et elle a une idée. Le mec commence à la déshabiller et elle fait comme si elle était d'accord mais tout ça fait partie de son plan. Pendant qu'il l'embrasse, elle étend son bras droit et prend la lampe de chevet. Elle lui met un énorme coup dans la tête. La lampe de chevet se casse sur le cou et Peter crie. Britney court pour quitter l'appart à toute vitesse. Mais la porte est fermée et les clés ne sont pas sur la porte. Elle est encore plus paniquée. Elle vient de gâcher sa seule chance de s'évader de là.
Mais elle connaît ce genre d'immeuble. La fenêtre du salon donne sur la cage d'escalier anti-incendie qui est à l'extérieur. Elle se précipite dessus pour l'ouvrir. Elle est quasiment sortie, mais Peter la retient finalement par le pied. Petit coup de chance dans cette situation, il lâche sa prise car elle bouge ses pieds comme une folle. Elle dévale les 3 étages de cet escalier et commence à courir dans la ruelle. Malheureusement, Peter la suit et la rattrape en la renversant par terre. Sauf que Britney était arrivée dans une rue passante. Tout le monde a crié et plusieurs passants sont venus aider Britney. Peter s'est donc enfui en courant. Les passants ont prêté des affaires à Britney pour qu'elle puisse se couvrir un minimum car elle s'était enfuie à moitié nue. Ils ont par la même occasion appelé la police qui est d'ailleurs arrivée très vite. La police l'a donc amenée au poste de police et a pris sa déposition. Elle a bien évidemment porté plainte contre lui et Peter a été arrêté 5 jours plus tard dans un autre état. Il s'était fait contrôler au volant d'une voiture volée. Peter a été jugé pour plusieurs chefs d'accusation et a fini en prison. Britney, quant à elle, continue sa carrière professionnelle en faisant très attention à ses partenaires de travail. Elle reste marquée à vie par cette expérience. Voilà, cette histoire elle est maintenant finie. Pour l'histoire que je vais vous raconter, on va voyager très loin, c'est-à-dire au Japon, le pays du soleil levant. Cette histoire nous est racontée par Ayame, une jeune fille qui vient quasiment d'avoir ses 18 ans au moment de ses faits. Ayame se décrit comme une japonaise bosseuse et qui sait ce qu'elle veut. Elle poursuit ses études pour devenir avocate d'ailleurs. Ses parents ont une bonne situation financière mais ils ne la gâtent pas. Ils veulent lui inculquer la valeur du travail et de l'argent. Et ça, elle l'a bien compris depuis 2 ans. Ça fait maintenant 2 années qu'elle s'est découvert une passion, le cosplay. Pour vous expliquer vite fait ce que c'est le cosplay, c'est incarner un personnage, en se maquillant et en se déguisant comme son idole. Elle nous dit donc qu'au début, elle va même sauter les repas du midi pour pouvoir économiser l'argent que lui donnaient ses parents pour manger. Et avec cet argent, elle va commencer à confectionner ses habits. Car c'est surtout cette partie-là du cosplay qui fait plaisir à Ayame. Elle a un peu de chance, sa mère va lui donner son ancienne machine à coudre qui fonctionne plutôt bien, donc c'est cool de ce côté-là. Il va se passer quelques mois après cette découverte de sa nouvelle passion. Et pendant ces mois, elle s'est liée d'amitié avec des filles et des garçons qui partageaient cette même passion. Ils se donnent souvent rendez-vous dans un quartier de Tokyo qui est Harajuku. Elle nous dit que c'est un quartier parfait pour eux puisqu'il y a pas mal de boutiques de fringues et de tissus. Et que se balader là-bas en tenue de cosplay, c'est vachement accepté. C'est même plutôt stylé, les gens viennent prendre des photos avec eux. Ils font quelques achats et ils décident d'aller se poser dans un Starbucks. Ce café a une petite particularité, il est situé sur le rooftop d'un immeuble. Il fait très beau et les amis prennent du temps en sirotant leur bubble tea. Ils parlent de manga et d'anime en tout genre et comme vous l'aurez compris, de cosplay. Tetsuo, un ami dans son groupe, lui dit que la prochaine création qu'elle a prévu de faire a l'air vraiment stylée. Et il trouve dommage le fait qu'elle garde ça juste pour elle. Ayame chipote un peu mais c'est vrai, elle se dit que c'est dommage de consacrer autant de temps pour ça et de pas avoir plus d'avis là-dessus. En plus de ça, elle a pris confiance dans ses réalisations et le fait de porter ses cosplays. Tetsuo lui dit « Tu sais quoi, si t'as envie de commencer sans trop te prendre la tête, tu te crées un compte Instagram et tu postes ce que tu fais, t'es tranquille comme ça. » Ayame se dit qu'effectivement c'est un bon compromis. Comme ça, elle est dans sa chambre tranquillement et elle peut avoir la vie des gens. 3 mois vont se passer et on se retrouve de nouveau à un autre rendez-vous du groupe d'amis. Et Tetsuo la félicite pour son nombre d'abonnés sur Instagram qui monte en flèche. Même Ayame est totalement choquée. Elle se dit bon, je fais avec les moyens du bord pour mes créations et j'ai déjà autant de monde qui me suit, c'est fou. Mais d'un côté, elle se dit que si elle avait plus de moyens, elle pourrait sûrement faire des trucs de meilleure qualité et aussi plus variés. Tetsuo, il lui dit tu sais quoi, vu comment tu décolles avec ton nombre d'abonnés, je pense que tu peux être invité à des conventions, anniversaires et te faire payer pour tes prestations. Ayame, elle lui dit mais j'ai pas le temps de chercher ça. J'ai trop de boulot avec la confection des cosplays et tout, c'est mort. Surtout que si mes notes baissent, mes parents vont me tuer. Tetsuo, il lui dit tu sais quoi, je te propose un petit truc. Moi je vais devenir ton agent gratuitement et si jamais tu décolles, bah là effectivement tu me payeras. Ayame est un peu gênée et elle finit par accepter en lui disant je veux bien mais te prends pas trop la tête non plus là-dessus hein. Quelques jours après ce rendez-vous, elle reçoit un message de Tetsuo qui lui dit Ayame, tu fais quoi samedi? Si tu fais rien, je t'ai trouvé une petite place pour une convention. C'est pour un remplacement. Une des filles ne peut pas venir. Du coup, c'est ta chance. Ayame, elle se dit ok, Tetsuo, il est bien trop chaud. Et elle pensait pas qu'il trouverait quelque chose aussitôt. Mais elle se dit que si lui se surpasse, et bah elle va en faire de même. Et elle va finir sa tenue à temps. Elle lui répond donc
Allez, je suis partante. Merci pour tout ton travail. Dis-moi quand c'est validé de ton côté. Tetsuo lui répond peu de temps après que c'est validé. Mais mine de rien, elle a peur de se défiler. Elle se dit donc qu'elle va en faire la promo sur Instagram et comme ça, elle pourra pas vraiment se défiler. Elle prévient donc sa communauté qu'elle sera à telle convention ce samedi-là. Après ça, elle se démène comme une folle pour terminer son habit pour samedi. Le vendredi soir, elle a enfin fini. Elle refait un post pour dire que demain c'est sa première convention en tant que cosplayeuse. Juste après ça, elle va se coucher afin d'être en forme pour le lendemain. Elle se réveille assez tôt pour pouvoir se préparer et se rend dans un autre quartier de Tokyo. Elle arrive au lieu de la convention, elle passe par les coulisses et fait un peu connaissance avec l'organisateur de l'événement. Elle est briefée sur ce qu'elle doit faire. Elle est assignée à un endroit défini. C'est celui de la marque qui détient les droits du personnage qu'elle incarne. Et il lui laisse quelques petites pauses afin qu'elle puisse se dégourdir les jambes. Elle a juste une petite contrainte, c'est de prendre des photos avec n'importe qui lui demanderait. Dans cette journée, tout va bien se passer. C'est une expérience vraiment cool et là elle se dit « Ok, j'ai vraiment bien fait de prendre autant de temps et d'argent pour ça et enfin ça se concrétise. » C'est ultra positif. Elle va continuer à faire des petites conventions et événements comme ça pendant plusieurs mois. Son audience grandit de plus en plus sur Instagram et Tetsuo lui dit qu'elle est invitée au Comic Market. Je vous épargne des détails mais de ce que j'ai pu trouver, le Comic Market c'est une sorte de Japan Expo mais bien plus grand. Ça se passe sur 2 jours et ça rassemble à peu près 500 000 personnes. Et attention, les personnes qui viennent sont composées à 99% de mecs qui viennent tous pour acheter des doujinshi. C'est des mangas amateurs qui vont de la romance soft à des trucs bien hardcore. Et comme c'est amateur, il n'y a pas de maison d'édition, donc aucune censure. Ayame, elle vient pour l'autre activité du Comic Market, c'est-à-dire la partie cosplay. Sauf que quand elle arrive sur place, elle va pas du tout s'attendre à ce qui lui arrive. Chose que je vous ai pas dit, Ayame elle incarne des personnages assez peu vêtus ou qui mettent bien en valeur les formes d'une femme. Ayame va avoir un énorme choc dès les premières minutes où elle va se poser sur son lieu de travail. Plutôt que d'avoir des personnes qui prennent des photos et qui repartent, là elle va tomber sur des gens qui peuvent rester pendant des heures à la photographier sous tous les angles. Elle avait été prévenue un peu par la direction et ses proches, mais elle imaginait pas ça du tout. C'est une ambiance vraiment malsaine et ça dure des heures et des heures. Arrivée le soir, elle retourne chez elle et elle est dégoûtée de sa journée. Elle se dit d'accord, là on est sur un autre niveau. C'est vraiment des pervers. Elle a même pas envie d'y retourner le lendemain. Mais malheureusement, si elle veut toucher l'argent du contrat, elle doit faire les 2 jours entiers. Le lendemain, elle y retourne mais elle décide de prendre un cosplay qui est un peu moins sexy. Au milieu de la journée, elle prend sa pause et elle se dit allez, c'est bientôt fini, tu peux le faire. La journée de boulot se finit péniblement et il se fait tard. Ayame est vraiment fatiguée. Elle porte de hauts talons et elle a dû rester debout très longtemps. Elle va donc dans les coulisses pour récupérer son salaire, mais malheureusement, celle qui s'occupe de distribuer les enveloppes contenant l'argent procède par ordre alphabétique. Et malheureusement, Ayame a un nom de famille qui commence par l'une des dernières lettres de l'alphabet. Du coup, elle est au bout de sa vie, mais elle décide de rester pro et d'attendre son tour. Après un certain temps, elle va recevoir cette enveloppe contenant l'argent. Et quand elle regarde à l'intérieur, elle se dit « Ah, j'ai quand même mérité cet argent vu tous les pervers qui m'ont maté ». Ayame prévoit donc de rentrer à la maison. Elle doit se rendre à la station de métro la plus proche qui est à peu près à une dizaine de minutes de marche à pied. Elle décide d'appeler Tetsuo pour le remercier de lui avoir trouvé ce poste et aussi prendre de ses nouvelles. Elle l'appelle en FaceTime pendant une quinzaine de minutes car oui, le trajet est un peu plus long, elle a des hauts talons depuis ce matin et ça lui fait un mal de chien. Pendant son appel en FaceTime, elle peut voir qu'il y a quelqu'un derrière elle à une vingtaine de mètres et qu'il tient un appareil photo dans sa main. Sur le coup, elle voit pas le mal. Elle se dit qu'il est photographe et qu'il a dû couvrir l'événement. Bon, elle n'arrive pas vraiment à comprendre le fait qu'il la dépasse pas alors qu'elle marche assez lentement. Une fois arrivée dans le métro, elle raccroche et met ses écouteurs. L'homme n'est plus derrière elle et il n'est même pas dans son wagon. Une fois arrivée à destination, elle sort du métro pour rentrer chez elle. Elle a encore une petite dizaine de minutes à faire à pied. Au bout de 2 minutes, elle voit une petite épicerie ouverte 24 heures sur 24 et elle décide d'aller s'acheter à manger et à boire. Elle sort du magasin et elle commence à manger pendant qu'elle s'enfonce dans des ruelles un peu plus sombres et plus calmes. Ayame est arrivée au début de sa rue quand elle peut entendre une sorte de clic clic clic. Elle se retourne et elle peut voir le fameux gars qui la suivait tout à l'heure. Et maintenant, il court dans sa direction. Ayame comprend directement que c'est pas normal et elle se met à courir. Bien évidemment, avec des talons, c'est très compliqué. Le gars la rattrape très vite. Il va la tirer par les cheveux et lui coller sa main sur la bouche. Il va lui susurrer à l'oreille qu'elle ne doit pas faire de bruit et que si elle ne se laisse pas faire,
il tuerait sa famille. Au moment où il dit ça, Ayame peut sentir une lame froide qui s'est collée sous sa gorge. Bien évidemment, c'est celle d'un couteau et il va se mettre à la tirer en arrière sur une trentaine de mètres. Il va alors s'arrêter devant une voiture noire avec des vitres teintées. Le gars va ouvrir le coffre et forcer Ayame à rentrer dedans. Dans ce coffre, il y avait du matériel, comme du scotch qu'il va utiliser pour le mettre sur la bouche d'Ayame. Il va aussi prendre des liens pour lui ligoter les mains et les pieds. Il ferme la porte du coffre et elle entend qu'il monte dans la voiture. Et le moteur démarre. Elle se débat et essaye de trouver un moyen de sortir de là. Mais impossible. Elle vit un calvaire pendant environ 1h30. La voiture s'arrête et elle sent que le gars est sorti. Elle s'apprête à le voir ouvrir le coffre, mais non. 10 minutes passent et le coffre va s'ouvrir. Il lui met de nouveau la lame sous la gorge et il lui dit qu'elle ne doit absolument pas faire de bruit, qu'elle ne doit rien faire de stupide et que sa vie est en réel danger. Il lui précise qu'elle doit se comporter de façon à ce qu'on pense de l'extérieur que c'est sa petite amie. Il lui demande si elle a compris et Ayame va alors hocher la tête de haut en bas pour lui dire qu'elle a effectivement compris. Il lui enlève les liens tenant ses mains et ses pieds et il lui décolle le scotch très sèchement. Il la fait sortir du coffre et la regarde dans les yeux en se rapprochant à quelques centimètres de son visage et lui dit « Ne fais pas de conneries ». Il se met donc à marcher, Ayame à ses côtés. Il lui serre le bras très fortement. Elle regarde un peu partout et elle arrive à comprendre qu'elle est sur le parking arrière d'un hôtel. Il la fait rentrer par la porte arrière du bâtiment et Ayame est contrainte à monter 2 étages. Il la fait rentrer de force dans une chambre. L'homme va alors la pousser violemment sur le lit et il va s'asseoir à côté d'elle. Il prend son appareil photo et Ayame va comprendre l'ampleur de tout ce délire. Il va lui montrer des photos d'elle qu'elle n'a jamais postées nulle part. Des photos d'elle avec ses copains. Ayame peut voir qu'il a pris des photos de sa maison, de sa ruelle, de ses parents et qu'il y en a des centaines. Et elle comprend que ce gars est venu à chacune de ses conventions. Après lui avoir montré tout ça, il va lui dire « Tu vois, je t'aime mon amour ». Elle lui dit que c'est un malade et que c'est pas comme ça qu'il doit agir. Le gars se sent rejeté et il la frappe. Il va la contraindre à faire des choses avec lui tout en étant habillée en cosplay. Ayame lui dit que non, elle ne veut pas faire ça et qu'elle ne l'a jamais fait. Mais malheureusement, il en a rien à faire, car il lui dit que c'est ce qu'il aime faire. Après cet acte, Ayame est totalement effondrée. Elle a plus les idées en place avec ce qu'elle vient de vivre. Le gars continue de prendre des photos d'elle en se rhabillant et il lui dit qu'elle rejoindra sa collection. Il va quitter la chambre en lui disant « Dommage, t'étais pas aussi bonne que je l'avais imaginé ». Ayame va pleurer pendant une bonne heure. Et elle se rend compte qu'il ne reviendra jamais. Elle appelle son père pour lui dire ce qui vient de se passer. Il lui demande où elle est et effectivement Ayame n'en a aucune idée. Elle va donc mettre son père en attente et avec le téléphone de l'hôtel, elle va appeler la réception. Elle va apprendre qu'elle est dans un hôtel à Kawasaki qui est à peu près à 20 km de Tokyo. Son père fait le trajet, il a pris avec lui des affaires de rechange pour sa fille et ils repartent en direction de sa maison. Il arrive à convaincre Ayame de porter plainte et elle va donner tous les détails qu'elle connaît aux enquêteurs de police. Elle va donner un portrait robot qui est très maigre, car malheureusement l'homme portait un masque noir en tissu, comme on porte tous maintenant pour le Covid, mais au Japon il faut savoir que ça existe depuis longtemps. Dès que tu es un petit peu malade, tu mets un masque comme ça pour protéger les autres. Et du coup, c'est pas suspect d'avoir ce genre de masque. Les enquêteurs vont revenir vers son père, ou du moins il va leur mettre beaucoup de pression. Et surtout, il a quelques contacts, ce qui va aider à ce qu'ils se bougent les fesses. Car sinon, il n'y aurait pas vraiment eu d'enquête. Ce qui va en découler, c'est qu'ils ont fait un regroupement des caméras, des photos, des plaques d'immatriculation. Et malheureusement, tout ça ne donne rien. Ils portent toujours un masque. La voiture qui a aidé à kidnapper Ayame est une voiture de location à un faux nom bidon. L'agresseur de Ayame n'a jamais été retrouvé, ou du moins ce qu'elle en sait. Depuis ce jour, elle a arrêté le cosplay, ça l'a littéralement détruite. Ses parents sont maintenant plus gentils avec elle, on va dire, et elle veut prendre la succession de son père au sein de son entreprise. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Petite précision avant de commencer, l'histoire est française. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Manon. Au moment des faits, elle a 14 ans, maintenant elle en a 19. Elle nous dit qu'elle a été terrifiée par cette histoire et que maintenant, même 5 ans après, elle en fait toujours des cauchemars. Manon vit donc chez ses parents et elle a une petite sœur. Ils vivent tous dans un petit village en campagne, mais genre un très petit village, 85 habitants. Elle nous précise qu'elle vit dans une impasse et que sa maison se trouve près d'une grande forêt. L'histoire se passe un jeudi et ses parents sont sortis pour la soirée.
Il devait aller chez des amis et revenir vers minuit, 1h du matin. Manon et sa sœur, elles se sentent un peu seules, du coup elles décident d'inviter une amie vu qu'elle nous dit qu'à l'époque elles avaient vraiment pas envie de rester à deux dans la maison et surtout le soir. Et qu'en vrai c'est plutôt cool de faire une soirée entre copines. Ce soir-là, les filles ont fini de manger tranquillement et elles sont allées se poser sur le canapé pour regarder un film. Il était environ 22h, il faisait nuit dehors et en plus de ça c'était en hiver. Du coup il faisait bien froid dehors. Faut savoir que Manon elle a un chien vraiment très protecteur et il est assez costaud. Les soirs où ses parents sortent, elle a l'habitude de prendre un couteau et un téléphone sur elle. Elle nous raconte que la soirée se passe plutôt bien et qu'à un moment donné du film, elle entend un gros boom qui provient de la fenêtre de sa chambre, comme si quelqu'un l'avait forcé. Son amie et sa soeur la regardent et lui demandent « C'est quoi ce bruit ?» Manon elle leur répond apeurée qu'elle sait pas du tout. Son amie lui dit qu'il faut aller vérifier, mais Manon elle est terrorisée et elle lui dit que non, elle veut pas aller voir. Au même moment, les filles entendent des bruits de pas dans sa chambre et qui se dirigent vers les escaliers. Mais Manon elle sait que personne n'est censé être en haut, vu qu'elles sont toutes les trois sur le canapé et que le chien est dans la véranda. Son ami lui dit alors faut qu'on se cache sous la véranda pendant que tu lâches ton chien dans la maison et que tu appelles la police et tes parents parce que j'ai pas envie de crever moi. Manon elle est prise de peur et elle commence à faire une crise de panique, ce qui du coup freine un petit peu le plan. Une fois remises de leurs émotions, les filles ouvrent la porte qui les mène à la véranda et elles prient pour que le chien n'aboie pas de joie en les voyant. Par chance, il fait aucun bruit mais le chien sent qu'il se passe un truc un peu louche dans la maison. Le chien rentre dans la maison et discrètement, Manon referme la porte de la véranda et la verrouille de l'extérieur. Les filles vont alors se cacher derrière une réserve avec pas mal de petits cartons et l'amie de Manon va essayer de calmer sa petite sœur qui commence à pleurer. Manon, elle appelle la police et elle leur dit en chuchotant qu'elle est sûre qu'il y a un intrus chez elle et qu'il a de mauvaises intentions et qu'à ce moment il n'y avait aucun adulte dans la maison pour les surveiller. Et elle leur dit de se dépêcher parce qu'elle sait pas de quoi est capable cet intrus. La personne au téléphone lui dit que la police devrait arriver d'ici une petite dizaine de minutes et qu'elles doivent se cacher jusqu'à l'arrivée de la police. Après avoir raccroché avec la police, Manon appelle ses parents et raconte la même histoire. Elle explique à ses parents qu'elle a déjà appelé la police et qu'ils sont en route, mais qu'ils devraient quand même se dépêcher d'arriver. Après ça, les filles se cachent dans le noir et dans le silence pendant 5 minutes, jusqu'au moment où elles entendent un cri de douleur qui les fait sursauter. Manon arrive à distinguer une voix masculine et elle comprend vite que son chien a mordu l'intrus. Au même moment, elles entendent des sirènes provenant des voitures de police. Manon entend l'intrus se débattre et lutter avec son chien. La police entre de force dans la maison et tombe nez à nez avec l'intrus. De l'endroit où sont cachées les filles, Manon arrive à distinguer le dos de cet homme et la police. Elle décrit l'inconnu comme quelqu'un de vraiment grand et maigre. Il est mal habillé avec de vieux vêtements sales. Il porte des chaussures pleines de boue. La police menotte l'individu et les filles sortent de leur cachette. Et elles décident de rentrer dans la maison se sentant en sécurité vu que la police est là. L'homme semblait fatigué, il avait de grosses cernes, une barbe mal rasée et il avait l'air sous alcool. Manon a alors vu quelque chose qui l'a horrifiée. Elle a vu un officier de police ramasser un couteau par terre. Couteau qui bien sûr ne provenait pas de sa cuisine. Une partie de la police a emmené l'individu et l'autre partie est restée pour inspecter la maison. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, le chien n'est pas blessé mais il était vraiment pas content qu'il y ait un intrus dans la maison. C'est un bon toutou. La police demande alors aux filles si elles vont bien et une policière a même consolé la petite sœur de Manon qui pleurait. Après avoir fini le tour de la maison, la police leur explique qu'il y a un grand van blanc derrière la maison. Peu de temps après, la police va ouvrir le van et ce qu'ils vont trouver va les laisser sans voix. Le coffre est aménagé avec des bâches partout dans le coffre. Ils ont trouvé de gros rouleaux de scotch, une hache, des cordes et une barre de fer. Ils ont aussi découvert par la suite ce qui semblait être du sang séché. Les parents de Manon sont arrivés à ce moment-là, ils sont sortis de leur voiture à toute vitesse, leur mère les a prises dans les bras et elle a demandé à son amie si elle allait bien. Son père, quant à lui, est allé discuter avec la police. La police lui a donc appris qu'il était passé par la fenêtre et qu'il avait cassé la poignée de la fenêtre. 2 semaines après cet événement, ils ont reçu des nouvelles de la police concernant cet homme. La police leur a dit qu'il avait déjà été arrêté auparavant, abus sur mineur et meurtre. Peu de temps après, la famille a fini par déménager. Et c'est comme ça que se termine cette 3e histoire.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Rebecca. Elle a 14 ans, elle habite aux États-Unis et ça se passe pendant la période d'Halloween. Rebecca nous explique qu'elle adore la fête d'Halloween car elle est fan de films d'horreur. Et pendant cette période-là, elle peut laisser place à sa créativité et son imagination. Car en plus de cela, Rebecca, elle aide sa mère à décorer la maison. Un mois avant Halloween, Rebecca décide d'aller acheter du matériel pour faire son costume et faire un carton à la soirée d'Halloween. Donc elle décide d'aller avec ses amis dans un magasin spécial pour acheter le nécessaire. Quelques jours avant Halloween, Rebecca et sa mère décident de décorer la maison. Squelettes, citrouilles, araignées, sorcières, faux cercueils, enfin vous avez compris, elles ont une bonne panoplie. Et Rebecca nous dit que généralement sa maison est l'une des plus réussies dans le quartier. Enfin arrive le jour J. Rebecca a prévu de faire le tour du quartier avec 4 amis à elle. Il y a Baptiste, Thomas, Virginie et Gabriel. Ils ont décidé que ce serait plus amusant de se rejoindre à un endroit et de deviner qui se cache sous le costume et de ne pas prendre leur téléphone pour ne pas gâcher la surprise. Rebecca, elle est fan d'Harley Quinn et du film The Grudge. Elle a donc fait un costume avec ses 2 personnages préférés et elle est plutôt satisfaite du travail qu'elle a fait. Elle a le maquillage et la coiffure d'Harley Quinn et elle a une robe blanche qu'elle a salie volontairement. Elle a aussi maquillé ses bras et ses jambes pour avoir un effet effrayant. Elle a un petit accessoire en plus, c'est la batte d'Harley Quinn. Rebecca arrive donc sur le lieu de rendez-vous et elle attend, elle est la première à être arrivée. Il est aux environs de 20 h et il commence déjà à faire nuit. Au bout de quelques minutes, Rebecca elle est rejointe par un clown vraiment flippant. Elle se dit que ça doit être un de ses amis et en effet c'est bien Thomas. Elle l'a reconnu à sa voix. Il commence un peu à discuter et il lui dit que son costume déchire. Rebecca en profite pour lui dire à quel point son clown fait vraiment flipper. 2 autres personnes arrivent. Une infirmière morte vivante qui est accompagnée d'un homme qui a le déguisement du petit Danseau, celui qui est sur le vélo qui a un masque ultra flippant. Rebecca, elle adore leur costume. Les 2 personnes arrivent à leur niveau et commencent à discuter. Elle reconnaît Virginie et Baptiste, ils ont dû se croiser en chemin ou ils sont venus ensemble. Bref, il manque plus que Gabriel. Pendant qu'ils se font des compliments sur leur costume, ils commencent à trouver le temps assez long. Ça fait maintenant 30-40 minutes qu'ils attendent et Gabriel n'est toujours pas là. Rebecca nous dit qu'elle aperçoit une silhouette d'homme donc elle se doute que c'est Gabriel qui vient vers leur groupe. Gabriel arrive vers le groupe et il est déguisé comme dans un personnage dans The Purge. Vous savez les masques qui font vraiment flipper. Il avait également une veste de costume et un pantalon de costume, ça lui allait super bien. Et en plus de ça, il avait une arme, plus précisément une hache qui faisait vraiment très réel. Gabriel arrive donc à leur niveau et leur sort un salut un peu rouillé. Et il leur dit vite fait qu'il est un peu malade et qu'il est désolé pour le retard. Les amis commencent à partir pour faire la tournée des maisons de leur quartier pour récupérer des bonbons. Tout se passe relativement bien mais Gabriel a un comportement assez bizarre. Il a l'air agité et il regarde tout le temps aux alentours. Il parle pratiquement pas alors que tout le reste du groupe s'amuse comme des petits fous. Rebecca met ça sur le compte qu'il est malade. Rebecca et ses amis continuent leur tournée tout en rigolant et ils ont bientôt fini toutes les maisons du quartier. Et là, Gabriel leur sort qu'il y a une petite fête où il a été invité et que s'il voulait l'accompagner, il pouvait venir. Rebecca, elle regarde sa montre car elle a un couvre-feu que ses parents lui ont mis. C'est à 23 h. Il est 22 h 20, elle hésite un peu car elle est tiraillée entre aller à la fête et obéir et rentrer. Mais en voyant tous ses amis accepter d'aller à la fête, Rebecca finit par suivre ses amis. Thomas demande donc à Gabriel où se trouve cette fête. Gabriel a toujours une voix un peu rouillée et il lui dit que c'est à la sortie du quartier. Mais vraiment pas très loin, un truc comme 10-15 minutes de marche. Et surtout, il leur dit qu'il y aura de l'alcool à volonté. Tout le groupe est content qu'il y ait de l'alcool à volonté, à 14-16 ans ils peuvent pas aller en acheter donc c'est tout content qu'ils se mettent à suivre Gabriel. Mais Rebecca elle reste quand même sur ses gardes, car depuis maintenant quelques minutes elle observe Gabriel qui a l'air d'être nerveux. Il regarde autour de lui pour voir s'il y a du monde ou si le groupe le suit bien, ce qui normalement n'est pas le genre de Gabriel. Il y a un petit pressentiment qui commence à l'habiter. Mais elle laisse tomber, elle se dit qu'elle se fait des soucis pour rien et qu'elle est sans doute peut-être parano. Quelques minutes plus tard, le petit groupe s'avance dans une grande ruelle sombre à la sortie de leur quartier. Là, Rebecca, elle le sent pas du tout et elle le fait savoir. Elle leur dit donc qu'ils devraient faire demi-tour car elle sent pas du tout cette ruelle. Elle peut pas vraiment nous l'expliquer mais à ce moment-là, elle ressent un danger. Gabriel lui dit qu'ils sont bientôt arrivés, qu'ils ont juste à traverser la ruelle et la fête se trouve dans la rue d'en face. Le truc, c'est que Rebecca, elle entend pas de musique. Et une fête sans musique, c'est quand même bizarre. Elle a à peine le temps de faire cette remarque à ses amis que 5 personnes sortent de leur cachette dans la ruelle. Ils ont tous des masques qui viennent du film La Purge.
Un des masques qui l'a vraiment choqué, c'est celle d'une femme avec la statue de la liberté. Rebecca, elle a aussi eu le temps de remarquer qu'ils étaient armés. Hache, batte, couteau. Virginie se met à crier comme une malade. Ils sont dans une putain de ruelle où il n'y a personne aux alentours. Le petit groupe commence doucement à reculer tout en regardant les hommes armés. À ce moment-là, la femme se met à pousser un cri qui glace le sang de Rebecca. Et la femme commence à rigoler comme une malade. Là, Gabriel va se retourner et va crier que la purge commence. Là, Rebecca elle prend ses jambes à son cou et elle court le plus vite possible. Ses amis ont fait de même, enfin, du moins c'est ce qu'elle suppose. Rebecca, elle entend qu'on la suit. Au début, elle pense que c'est ses amis, mais en fait, c'est la putain de femme qui est en train de lui courir après. Puis d'un coup, la femme trébuche. Rebecca en profite pour mettre les bouchées doubles et part se cacher dans une cour arrière. Quelques minutes après, elle voit plus personne et elle décide d'aller toquer à la porte de la maison pour qu'ils appellent la police. Un homme lui ouvre et il commence à sortir des bonbons. Mais Rebecca, elle le stoppe et lui explique la situation. L'homme lui prête son téléphone pour appeler la police et il la fait rentrer chez elle. Elle explique tout ce qui s'est passé à la police et leur dit aussi qu'elle n'a pas de nouvelles de ses amis qui se sont fait pourchasser. La police lui dit de ne pas bouger et qu'ils arrivent tout de suite. Elle en profite pour appeler ses parents et leur donner l'adresse du couple qui lui ont prêté le téléphone. Rebecca, elle est terrifiée pour ses amis, elle sait pas du tout où ils sont. Quelques minutes après, la police arrive et les parents de Rebecca aussi. Elle leur explique la situation. Et puis quelques dizaines de minutes plus tard, la police leur dit qu'ils ont retrouvé 3 adolescents au commissariat du coin et qu'il doit sûrement s'agir de ses amis. La police dit donc à Rebecca et ses parents qu'ils peuvent aller vérifier au commissariat si c'est bien ses amis qui sont là-bas. Ils font le chemin pour aller au commissariat pour voir si ses amis sont bien là-bas. Et au passage faire une déposition et un portrait des personnes qui les ont attaqués. Arrivée au commissariat, elle retrouve Virginie, Thomas et Baptiste. Là, les nerfs craquent et ils se mettent tous à pleurer. 1 heure après tout ça, les parents de Rebecca lui disent qu'ils reviendront déposer la déposition car il se fait tard. Le lendemain, ils ont appris en allant au commissariat que Gabriel n'était jamais sorti de chez lui car il était vraiment malade. Et qu'il n'avait pas pu les prévenir vu qu'ils avaient eu l'idée de pas prendre leur téléphone. Rebecca, elle nous dit qu'elle est vraiment heureuse que ses amis ont pensé à se rendre au commissariat du coin puisque elle y avait pas du tout pensé sous la panique. Malheureusement, la police n'a retrouvé aucun des individus et comme c'est Halloween, tout le monde a des masques, c'est très dur une fois Halloween passé. Depuis, Rebecca prend tout le temps son téléphone pour Halloween et elle regarde sous les masques des gens pour voir si c'est bien eux. Elle sait pas du tout qui s'est fait passer pour le faux Gabriel, mais elle en fait encore des cauchemars la nuit. Et c'est ainsi que se termine cette première histoire. Et bah dis donc, t'es encore là alors que la vidéo fait à peu près 1 heure. C'est assez fou. Tu t'es pas endormi d'ailleurs? Ah oui, je sais que vous êtes beaucoup à essayer de vous endormir avec ces vidéos. En tout cas, si t'es encore là, un grand merci à toi. Tu sais quoi, je vais pas te prendre plus de temps. Donc si t'as kiffé cette compilation, je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu. Et si t'étais pas abonné, j'espère que cette vidéo t'a convaincu à le faire. Allez, je vous dis à la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Tchuss les petits potes. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.